Voilà, Ça super. va? Ça va et toi? Ça va, merci. Merci pour l'invitation. Est-ce qu'on... Bah écoute, c'est moi qui te remercie d'être là avec moi pour cette émission, d'avoir accepté de nous accorder du temps. Voilà, pour cette petite émission que je fais régulièrement, qui s'appelle Parlons franchement et concrètement, où je prends la parole, mais pas toute seule à chaque fois, où on échange avec un invité sur un sujet qui me tient à cœur, dans lequel on dit tout. Voilà. Voilà. Et là, avec toi, je voulais vraiment aborder un sujet, ton sujet, hein, pas Merci. le mien, c'est ton sujet surtout, mais qui m'intéresse beaucoup. Donc Merci. voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez bien? Si vous pouvez répondre oui ou non, comme ça on sait. S'il n'y a pas Ouais. de réponse et que vous ne nous entendez pas normalement, est-ce que le son est bon ou pas? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous entendez? Ok, merci. Une Rassurez-nous. réponse. Oui, Oui, super, top, merci Aïcha. top, Ça va, ça démarre bien. On a déjà le son et l'image. c'est ça. C'est top. Alors, bah, je vais rappeler un peu le concept de l'émission. Vas-y. On aborde un sujet qui nous tient à cœur tous les deux. Voilà, je te pose des questions, je vais t'inviter aussi à te présenter. Et puis on laisse aussi les personnes nous poser leurs questions. Voilà, Ok, sur la thématique. Voilà. Donc, et je mets le replay à la fois sur Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. ok, Voilà, on a déjà pas mal de domaines différents sur la santé, l'éducation, la pédagogie, et puis ce soir, l'art oratoire. Donc j'ai choisi le titre L'art oratoire se limite-t-il à l'esthétisme du discours? Voilà. ok. Et ben Impeccable. justement, on va commencer, on y va. Est-ce que cet art dépasse l'esthétisme des mots? Est-ce que l'art oratoire se limite à l'esthétisme? Ouais. Je me présente vite fait et comme ça, et après, Vas-y, présente-toi, bien sûr. donc, je suis Cyril, formateur de prise de parole en public avec Élève ta voix, qui est un organisme de formation qui forme à la prise de parole en public. L'année prochaine, ça va s'étendre à d'autres domaines. Tu en as déjà connu un autre là à Lille, le conte de vie. Et l'année prochaine, tout ça va se rejoindre sur Élève ta voix. Et donc, j'anime des ateliers autour de la communication écrite et orale, on va dire, depuis 2007. Et je suis formé en art-thérapie, art oratoire, pratique narrative, entre autres. Voilà. Et donc, euh, pour répondre à ta question, moi, justement, sur quand tu parles d'esthétique du discours, ça me, ça me saoule un peu, je veux dire ce que je pense, sur comment l'art oratoire, déjà aujourd'hui, est réduit à l'éloquence et comment l'éloquence est réduite au concours d'éloquence. Et donc, Génial. on a déjà, on a des gens qui font des concours, c'est très bien comme exercice, les concours en soi, mais je trouve qu'on réduit l'art oratoire à ça, et ça devient des gens qui s'écoutent parler, donc ont des belles formules, c'est top, c'est magnifique, et tout le monde s'applaudit. Mais pour ça, pour moi, c'est pas ça le but premier. Le but premier, c'est de changer le monde par ces mots. Pour moi, c'est ça. Et si la forme n'est pas au top, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est aussi les conséquences que tu produis. Ça veut dire que quand tu vois les politiques, souvent, techniquement, bon, ben, ok, il y a les figures de style, il y a la posture, il y a la voix, mais parfois, c'est pas convaincant. Tu peux avoir quelqu'un qui est très doué à l'oral, qui va faire un discours qui convainc personne, et une autre personne qui est moins douée, mais qui va réussir à convaincre les gens, ou qui va mettre une graine dans leur tête. Et quand ces gens vont sortir, cette graine va pousser, il va se passer quelque chose. Et pour moi, le but premier de l'orateur, c'est ça. C'est vraiment de mettre les gens en mouvement, c'est de créer du changement, c'est de changer le monde par ses mots. Et c'est pas de s'écouter parler. Et c'est pour ça même tous ces conseils qu'on donne des fois sur Instagram ou autres, trois manières de bien parler, trois manières de. Ok, mais c'est pas ça le fond pour moi. Mm, Faire mm. des erreurs, c'est pas dramatique. C'est pour ça que j'ai choisi cette question-là, parce que d'une part, moi, quand je parle d'art oratoire, tout de suite, on me dit, ah oui, mais c'est pour ceux qui veulent faire des conférences, Ouais. c'est pour ceux qui veulent transmettre un savoir, parler à un grand public. Et là, je les arrête en disant, mais non, justement, c'est pas que ça. C'est pas que faire de belles phrases. C'est pas que avoir un discours bien établi, bien écrit, bien correct qu'on va lire. Ça, on peut tous le faire.
il y a plein d'autres choses et c'est ça qu'on apprend dans l'art oratoire. Et ben justement, c'est quoi les compétences pour voilà, travailler son art oratoire? Alors déjà, je vais rebondir, mais je suis vraiment, en fait, c'est mon sujet du moment, ça, ce que tu es en train de dire. D'accord. J'ai une vraie réflexion là-dessus, entre justement l'orateur, ce que j'appelle des fois l'orateur de salon. Alors c'est un peu caricatural, je vais faire exprès, hein, ça va être binaire ce que je vais dire, où les gens s'écoutent parler. Ils se parlent pour s'écouter parler, un peu comme les politiques et autres. Et j'ai pas envie, moi, qu'on mette l'art oratoire là-dedans. Déjà, je vais même te dire un truc, même le mot art oratoire, il me barbe un peu. Parce que c'est un peu pompeux, je trouve, pour dire, faire des discours. C'est l'art oratoire. Et en plus de ça, souvent quand tu fais des formations, malheureusement, on te standardise là où le mot art veut dire aussi avoir un style personnalisé. Donc ça me dérange. Une réflexion là-dessus. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je ne veux pas qu'on réduise l'art oratoire à je fais des beaux discours, on m'écoute dans des conférences et autres. Non, la parole est partout. Déjà, la parole, c'est ton avocat, l'avocat de ton projet, l'avocat de ta cause. On prend la parole tout le temps, soit pour défendre un projet, soit pour défendre une cause, soit pour se défendre, soit pour promouvoir une idée. Donc la parole est partout et je veux pas qu'elle se réduise à justement au champ conférences, journalisme, politique et autres. Et moi, dans mon parcours, j'ai commencé par les scènes slam. Donc j'ai pas fait les grandes écoles. J'ai commencé par les scènes slam où on était face au public, dans des bars où les gens ils pouvaient être bourrés, ça pouvait être parfois un peu très populaire, donc ça pouvait crier et autres. Et c'est ça qui a forgé ma vision de l'art oratoire, moi. C'est pas une vision des grandes écoles, des diplômes où tu dois acquérir des grandes compétences, être hyper éloquent. C'est pas ça, moi, que j'ai appris. C'est vraiment les scènes slam au contact du public, endroit populaire où on s'exprime comme ça. Et du coup, c'est vraiment mon sujet du moment. Alors pour moi, la question pour y revenir, c'était les compétences, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut comme compétence finalement, puisque les gens me disent bah non mais l'art oratoire donc c'est pas que pour ceux qui veulent faire les conférences. Alors tout le monde peut faire de l'art oratoire, tout le monde peut apprendre. On en fait tout le temps. Moi j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et contrairement à beaucoup de mes collègues qui ont fait des grandes études, qui sont passés par les universités et autres, en général quand on entend éloquence, souvent les personnes qui se présentent comme formateurs ont derrière un bagage au niveau des études. Moi, l'éloquence, ça a commencé, comme je te dis, presque dans la rue, quoi. Dans la rue, face au peuple, directement dans les scènes, à prendre la parole en public, sans technique ou autre. Pour moi, la première compétence déjà, c'est prendre conscience que la compétence, elle est en nous parce que tout le monde sait parler. Il suffit d'être dans un contexte où on est en sécurité affective pour bien s'exprimer. Les gens ont des difficultés à parler en public quand ils se sentent en insécurité affective. Face à un patron, face à des gens qui les stressent. Mais si tu les mets face à leurs enfants ou à leurs amis, il n'y a pas de problème là. Donc la première chose, c'est de se dire qu'on a la compétence et pour ça, il faut muscler sa confiance. Pour moi, dans un premier temps. Muscler vraiment sa confiance. Parce que ce qui fait qu'on perd ses moyens, c'est quoi? C'est le stress. Donc la gestion du stress, muscler sa confiance, déjà, ça permettra de déployer cette parole qui finalement, on maîtrise à la base. On n'a pas de problème en vrai, réellement, à parler en public. Donc, pour moi, dans un premier temps, conscience que la compétence, elle est en soi, muscler sa confiance et gérer son stress. C'est déjà bien. Dans un premier temps. Hein. Ouais, mais ça se travaille, c'est clair que ça se travaille. Oui, ça se Alors travaille. moi, j'ai envie de dire aussi être convaincu de ce qu'on dit. Oui. Parce que ça se voit tout de suite. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand on a confiance en soi, on n'est plus convaincu. Quand on commence à trop douter de soi, quand on n'a pas confiance en soi, quand on a peur de ce qu'on va dire, déjà, on n'est pas convaincu. Donc, si on n'est pas convaincu, on n'est pas convaincant. Si on n'est pas impliqué dans ce qu'on dit, on ne va pas convaincre. Alors, le but, c'est pas forcément de convaincre, mais en tout cas, c'est de porter son message, de le rendre, de mettre une dynamique. Donc, on va dire les avantages qu'on pourrait donner aux gens, que ce soit des avantages personnels ou professionnels à travailler cette capacité à prendre la parole. Ce serait quoi? Alors, l'avantage personnel. Déjà, pour beaucoup de personnes, on a des projets dans la vie. Et à un moment, ces projets, il faut les défendre. Et on les défend aussi à l'oral. Moi, j'ai un projet. Je peux être très, très bon dans mon coin. Mais si j'arrive pas à communiquer dessus, si j'arrive pas justement à convaincre des gens, mon projet tombe à l'eau. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Donc déjà, pour défendre ses projets, pour se défendre, pour défendre ses idées,
pour les promouvoir, ben, l'art oratoire est utile pour ça. Et c'est énorme parce qu'on est tous porteurs d'idées et de projets. Et puis à un moment, des fois dans sa vie, même on se dit, j'ai envie de créer quelque chose, j'ai des qualités pour ça, ben, je vais faire un compte Instagram, mais pour le dire, pour commencer à mettre son projet en mots et se présenter à l'oral, parfois c'est très compliqué. Et ce qui est dommage, c'est que cette absence de compétences-là tue des projets justement et tue des rêves. Mais l'art oratoire permet aussi de développer cette faculté à s'exprimer plus simplement et donc d'améliorer ses relations. Parce qu'on sait qu'une bonne communication peut améliorer les relations humaines. Et savoir aussi avoir l'audace de s'exprimer, le courage de s'exprimer, de mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX, c'est aussi aller vers plus de mieux-être. Donc pour moi, il y a un aspect avocat. La parole, c'est ton avocat. Elle défend tes projets, elle défend tes idées. Et en même temps, c'est un docteur. Ça permet aussi d'aller mieux. Tout à fait. Donc à la fois des avantages au niveau personnel et professionnel de toute façon. C'est lié. C'est lié. Alors on a, parce que souvent on voit les concours d'éloquence, justement, c'est vraiment les mots utilisés et tout ça, mais et souvent c'est le même style. Ouais. Mais en fait, tu es d'accord avec moi, on a chacun son style. Exactement. Et ce qui est compliqué dans les formations qu'on voit en art oratoire, c'est que on nous apprend des techniques qui nous standardisent. Alors elles sont utiles au début, parce que quand tu veux faire du foot, il y a des techniques que tout le monde apprend, ou quand tu veux faire de la boxe, mais attention que la technique soit à notre service et qu'on ne soit pas au service de la technique. Et du coup, effectivement, ce côté droit, pardon, parce que moi aussi je le fais, hein, verticalité, regard, mais où tu as des gens comme ça qui parlent après, et parfois, ben, effectivement, on retrouve une standardisation des orateurs. Tandis qu'on a tous un style. Il y a des gens qui parlent lentement, il y a des gens qui parlent vite, il y a des gens qui sont dynamiques. Alors parfois, il faut des petits ajustements. Tant que ton style ne nuit pas à ton message, ça va. Mais moi, si je suis dynamique, eh ben, je fais avec mon style. Donc oui, chacun son style. Et c'est pour ça, normalement, dans le mot art oratoire, il y a le mot art. Donc si on est des artistes à l'oral, c'est qu'on a notre style. Mais bon, je ne suis pas trop fan de ce mot-là. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Oui. Je comprends. Alors, justement, quand on parle d'esthétisme des mots, à côté, il y a tout ce qui n'est pas lié à la grammaire, à l'orthographe, à la construction du discours. Et ça, je pense que c'est ce que toi, tu travailles aussi. Tu parlais du stress, tu parlais enfin, moi, j'ai assisté à Élève ta voix, donc je peux dire que c'est costaud. Pendant 2 jours, là, c'est chaud. On apprend beaucoup de choses. Et moi, j'étais très étonnée, justement, d'apprendre aussi à rentrer dans une salle, à regarder ton interlocuteur, à poser des silences. Alors, il y a tout ça aussi. Ouais, oui. Alors, il y a plusieurs techniques. Donc là, sur le côté voix, il y a aussi se familiariser avec le silence. On a beaucoup de mal avec le silence. Je vais essayer d'en faire justement. Et apprendre à gérer le silence pour justement gérer mieux ses pensées aussi. Et permettre à son interlocuteur de mieux digérer. Donc ça, on l'apprend. On voit aussi tout ce qui est lié à la voix, justement la gestion de la voix, comment déployer sa voix. Il y a aussi tout ce qui est là, ça c'est l'aspect physique de la prise de parole. Hein. Donc effectivement la posture, le regard, et puis aussi l'aspect psychologique, parce qu'on sait que en général, avant de prendre la parole, on se fait un film catastrophique dans sa tête. Et ce film, cette catastrophe qu'on se fait dans sa tête, a des répercussions sur la réalité qu'on va vivre. Donc, comment gérer ses pensées, comment aussi gérer ses émotions. Quand la peur vient, qu'est-ce que j'en fais de cette peur-là? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accueille? Est-ce que je fais avec? Ou est-ce que je la mets au placard? Comment gérer les sensations physiques aussi? Parce qu'en général, j'ai le cœur qui bat, les jambes qui tremblent. Et c'est paradoxal parce que là où on a besoin de calme et de sérénité pour construire un discours, on est en général dans un état de stress et d'agitation qui ne nous permet pas justement de déployer une pensée fluide. Et tous ces exercices dans ce chapitre qui s'appelle « Programmer sa réussite », on essaie d'avoir des techniques justement pour réguler tout ça, pour arriver face aux autres dans les meilleures conditions. Mais j'aimerais rebondir sur un truc. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est les gens qui sont capables d'improviser et qui n'ont pas peur. Tu sais, moi j'ai grandi comme peut-être beaucoup qui nous écoutent, et on a tous connu des personnages comme ça, c'est pas propre au quartier populaire, mais quand tu grandis dans les quartiers, tu as des gens des fois qui sont hors cadre, dans le sens où ils n'ont pas été à l'école, et ils ont peur de rien. Et ils ont une audace et un culot incroyable. Et ces gens-là, parfois dans n'importe quelle situation, ils arrivent à s'en sortir. Parce qu'ils ne sont pas impressionnés, parce que justement ils n'ont pas
forcément les codes, et ils ont une tchatche, un bagou qui leur permet de rebondir dans des situations stressantes. Là où les gens qui ont été vachement codifiés par le système s'observent en permanence et deviennent hyper rigides. Et ben moi, j'admire cette compétence aussi des improvisateurs, qui parfois va à l'inverse de ce qu'on voit dans l'éloquence, où on te dit parler comme ça, faire ceci, faire cela, le bon mot, au bon moment. Ok, c'est bien d'avoir cette compétence, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir, c'est très bien. Mais j'admire aussi ces espèces d'orateurs de rue, comme dit Abdelmajid, voilà, ces espèces d'orateurs de rue qui, face à n'importe qui, n'ont pas peur et savent rebondir. Là où la personne qui est parfois hyper structurée s'observe et se bloque. Mmh. C'était tout le chapitre pendant la formation où tu nous demandes d'être en connexion avec, ne pas s'écouter, mais plutôt rentrer en connexion avec ton auditeur. Ouais. Et le regarder et établir un contact. Ça, je trouve ça génial parce que justement, quand on prend la parole devant tout le monde, on a l'habitude de, finalement, on est en train de se dire, il faut que je réussisse à dire tout ce que j'ai à dire. Ouais. Et à le dire comme j'avais prévu de le dire, dans le temps que j'avais prévu, et on oublie l'autre finalement, et le ressent. Et ça, c'était vraiment, c'est une étape que j'aime beaucoup dans Élève ta voix au moment de la pratique, là, c'est prendre conscience que finalement, peut-être que tu es en train de te parler à toi-même, tout seul, et il y aura beaucoup moins d'impact, et le message ne va pas forcément être compris. Mais c'est ça, c'est que souvent quand on... merci beaucoup Aïcha pour la formation Élève ta voix, c'est du lourd, merci beaucoup. Oui, souvent quand on parle tout seul, on récite un texte, on ne parle pas avec l'autre. Donc réciter un texte, c'est dire un truc, j'ai envie de dire un truc, donc je vais le dire, donc je suis seul dans ma tête, je ne prends pas l'autre en compte, et je ne lui parle pas finalement. Donc l'autre, ça, il le sent. Et lui, comme on ne lui parle pas, il part. Il n'est pas avec nous. Comme je ne suis pas avec l'autre, l'autre n'est pas avec moi. Si je ne te regarde pas, je ne te prends pas en compte, eh bien toi, tu es ailleurs. Et donc effectivement, parfois on met trop de pression sur l'exactitude de ce qu'on va dire, en oubliant la relation avec l'autre. Avec ce qui compte, c'est de parler avec quelqu'un, je te regarde, je te parle, je t'invite à m'écouter. Et c'est comme un dialogue entre toi et moi, même si tu ne réponds pas, parce que je t'écoute en te parlant. Et c'est ce qu'on a vu justement en formation. Abdelmajid, il dit on le sent aussi quand on fait une vidéo promoteur ou une vidéo improvisée. On voit la différence. Oui. Alors, il y a un exercice que tu nous avais fait faire, moi, qui m'a marqué, puisque moi, je suis très attachée à structurer les discours, justement. Et tu m'as obligée à regarder, je me rappellerai toujours, tu as enlevé ton béret, tu m'as dit, regarde mon crâne et improvise. Et là, on ne l'avait jamais faite, celle-là. Et ça, je me suis dit, ok, je suis obligée. Mais c'est super parce que ça nous permet vraiment de se détacher du contenu et vraiment, voilà, après on y va, on est plus naturel et vraiment l'autre le ressent. On dit finalement vraiment ce qu'on a au fond de soi et ça a beaucoup plus d'impact. Alors je dis pas de pas préparer parce que voilà, quand on doit transmettre des choses, il faut pas dire n'importe quoi au niveau des choses importantes à transmettre. Mais le fait de quand même d'être soi, d'être naturel et surtout de regarder l'autre en lui disant c'est à toi que je parle, ça n'a pas du tout le même impact. On a été formaté par le cadre scolaire où ce que je dis est noté. On a vu avec les oraux qu'on a passés, donc il faut être très précis, il faut être dans l'exactitude. Du coup, quand on a été formaté par 20 ou 30 ans comme ça de pratique scolaire, quand on arrive après dans le monde du travail ou quand on arrive dans des situations où on prend la parole en public, qui sont pas des moments finalement naturels de parole, c'est des moments où on est face à des gens, on doit exprimer quelque chose, et ben là, on va retrouver nos vieux conditionnements qui est de attention à ce que je dis, je dois être dans la perfection, je dois choisir le bon mot. Et souvent, ce qui tue le plus, c'est le perfectionnisme. Je ne dis pas que le perfectionnisme est mauvais totalement, il peut avoir du bon, il n'y a pas de problème. Mais souvent, à force de s'observer, à force d'être hyper exigeant avec soi-même, eh ben, on rate tout. Tandis que parfois, quand on retrouve cet aspect spontané, en préparant un petit peu quand même, mais en étant dans l'instant, et bien là, c'est beaucoup plus fluide. Il faut savoir que moi, je ne peux pas apprendre à quelqu'un à parler, tout le monde sait parler. Et comme je vous le dis déjà, tu mets les gens dans des contextes où ils sont en sécurité affective, ils parlent très bien avec leurs amis, avec leur famille. C'est dans certaines circonstances que tout se brouille. Et là c'est le stress qui empêche la fluidité du discours, c'est les peurs, c'est les craintes, et ça remonte à très très loin tout ça. Ça remonte à très très loin, à l'enfance, au conditionnement qu'on a eu. Et le but est de retrouver cette fluidité originelle.
Tout à fait. Et puis en plus, on va s'adapter au public qu'on a finalement. Une fois qu'on est en phase avec lui, on ne va pas utiliser les mêmes termes, on ne va pas même utiliser le même ton. Je veux dire, voilà, moi tu me mets devant un public d'enfants, forcément je pars dans les contes Ouais. fantastiques, je vais m'adapter. Voilà, quand tu es en lien avec les gens, quand tu es en contact avec eux, bah justement ta manière de parler, les mots, les phrases, tout ce que tu avais prévu, il part en fait. Et il Ouais. s'adapte à la personne qui est en face de toi. Et ça c'est génial. Moi, ce que tu as transmis pendant la formation Élève ta voix, franchement, c'est du plus dans la vie de tous les jours. Pas seulement pour le professionnel, vraiment pour communiquer avec les gens autour, pour voilà, s'intéresser à l'autre aussi. Je trouve que c'est. Et engager des vrais dialogues, pas être dans le monologue permanent. Ouais, et enfin, je vais même te dire un truc, je vais même aller loin, je vais monter encore, parce que la formation Lève ta voix, elle est encore plus profonde maintenant, parce que j'ai acquis d'autres compétences et tout que ce que tu as vécu. Donc ça, c'est un peu la même chose, mais c'est encore plus profond. On voit en physique quantique que l'observateur a une influence sur la réalité observée. C'est-à-dire que ce qui est plus petit que les atomes, si c'est observé par un œil humain, ça bouge différemment. Il y a l'étude, l'effet Pygmalion, qui est connu. C'est un prof, on lui a donné des faux résultats de QI, et les pires élèves étaient les meilleurs. Donc lui, il accueille une classe, il voit les résultats, il dit bon, bah, ok, les meilleurs sont là. Du coup, il a changé de regard sur ses élèves, et ses élèves ont changé. Alors, ça peut vouloir dire qu'en changeant de regard sur la réalité, on change la réalité elle-même. Quand tu regardes quelqu'un avec méfiance, comment il va réagir? Il va se méfier aussi. Quand tu regardes quelqu'un avec intérêt, il va aussi s'intéresser. Quand tu respectes quelqu'un par le regard, il devient respectueux aussi. Ça veut dire que la manière dont je regarde la réalité modifie la réalité. D'ailleurs, moi, qui suis-je, si ce n'est une forme d'hologramme qui apparaît dans votre champ de vision? Ce que tu vois de moi, toi, Audrey, c'est une projection aussi de ce qu'il y a en toi. Ma femme voit autre chose, ma fille voit autre chose, mes amis voient un autre Cyril. Chacun projette sur moi un Cyril différent. Du coup, est-ce que vraiment je suis réel ou est-ce que je suis que de passage dans votre champ de vision? Donc, en changeant de regard sur le public, on change le public aussi. Ce qui est terrible, c'est qu'on se méfie en général des gens. On a peur de. C'est ce qui est légitime. Mais du coup, les gens se transforment vraiment en monstres pour nous. Et donc, ça nous empêche d'être justement sereins dans nos discours. Alors, il y a Abdelmajid qui dit « Je suis aussi conférencier et formateur. J'ai l'habitude de prendre la parole. Cependant, les 15 dernières minutes sont toujours chaotiques. As-tu une piste d'amélioration ?» Les 15 dernières minutes? Pourquoi les 15? Alors ça, il faut qu'il explique juste pourquoi les 15 dernières minutes. En général, c'est les 5 premières minutes ou les 2 premières minutes. Lui, c'est les 15 dernières. Donc juste s'il peut donner quelques précisions, que j'y vois un peu plus clair dans la problématique. C'est l'attention qu'il donne peut-être aux autres, selon les personnalités. Je sais qu'on a tous des degrés d'attention. Ah, les 15 premières minutes. Ah, 15 premières minutes. Ah bah oui, là oui, c'est normal. Moi, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que avant d'aller de passer face au public, il y a une préparation. C'est comme tout, avant de sortir, je me prépare. Avant de jouer au foot, je m'échauffe. Je me prépare. Et mieux je me prépare, mieux je suis. Donc, moi, ce que je conseille déjà, avant, si vous voulez, je peux même te montrer un exercice là, Claire, j'en ai plein, mais j'aimerais juste en montrer un. Et si tu arrives dans ces conditions-là, c'est top. On va envoyer un signal au cerveau en lui disant tout va bien. Comment on va tromper son cerveau? Ben regarde, tu vas prendre tes deux mains, tu vas les mettre comme ça, comme si tu étais à la plage, et tu vas sourire. Et tu vas sourire, tu vas forcer le sourire en pensant à quelque chose d'agréable. Et ça pendant au moins 1 minute, 1 minute 30. Et plus tu vas sourire, plus tu vas avoir cette posture d'ouverture sur 1 à 1 minute 30, et plus ton cerveau va se dire mais tout va bien, il sourit. Le sourire envoie un signal au cerveau, qui renvoie un signal au corps. Et en situation de stress, on ne sourit pas en général, il y a un autre signal qui arrive. Donc déjà, juste ça, et encore, il y en a au moins 15 ou 20 techniques avant de prendre la parole. Mais juste ça, sourire un maximum, essaye d'être dans une, je ne vais pas dire pensée positive, mais voir un paysage qui est agréable pour toi, qui pourrait te faire sourire, détente. Un maximum de détente dans l'imagination, force le sourire, et en position d'ouverture. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On se renferme sur soi. Le fait d'ouvrir le corps, eh ben, ça a un effet aussi psychologique. Il y a toujours un lien entre la psychologie et la physiologie.
Hein, les deux interagissent. Ce que je fais avec mon corps joue sur mes pensées et sur mes émotions. Ce que je ressens en termes d'émotions joue sur mes pensées et sur mon corps. Donc rien que de faire ça avant de prendre la parole et d'arriver tout sourire, ça fait du bien. C'est comme les peurs. J'aimais bien aussi l'idée que tu expliques aux gens que il faut utiliser la peur, il faut, plutôt que d'essayer de l'effacer, plutôt l'utiliser. Oui. Et vraiment en faire une force finalement. Ça veut dire que l'émotion, plus tu la refoules, plus elle se renforce. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que si la peur vient et que je lui dis non, je veux pas te voir, je veux pas avoir peur. Moins je veux avoir peur, plus j'ai peur. Ça monte et ça se voit et ça crée de la lutte en moi, ça crée une forme de contradiction qui se perçoit à l'extérieur. Ça donne les gens qui sont comme ça. Bonjour, oui voilà, je m'appelle Cyril. Là, on voit la peur. Donc la personne veut la contrôler. Et ce que je veux contrôler me contrôle. Ce que je veux contrôler me contrôle. Donc l'idée c'est quoi avec la peur? On le voit avec des exercices pratiques. Il y a 5 choses. C'est la peur est là, je l'accueille. Je l'accepte. Ok, j'ai peur. Entre 0 et 10, elle a combien? 8 sur 10. Elle est où? Elle est là. Ok. Je la ressens dans mon corps. Très important. Une émotion a besoin de s'exprimer. C'est un peu comme les enfants qui vivent l'émotion corporellement, qui pleurent, qui crient. Et une fois qu'ils ont vécu l'émotion corporellement, ils passent à autre chose. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On garde tout pour nous comme ça. On ne veut pas que ça se voit. Du coup, l'émotion, comme elle n'est pas entendue, elle se renforce. Elle dit, tu m'entends pas, tu vas voir. Elle va dans le dos, elle va dans le cou, elle va partout. Alors, comment on fait? Moi, ce que je fais, c'est que je leur fais parler avec leur émotion pour externaliser. Et je fais un exercice de méditation où on ressent l'émotion dans le corps. Accepter la peur, elle est à 10 sur 10. Oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur, je l'accepte. Oui. On parle à l'émotion, on l'accueille, on l'accepte. Et dès que tu la nommes, tu la notes, tu l'acceptes, tu prends un espace avec elle déjà. Et c'est dans cet espace-là que tu peux être libre. Effectivement. Ok. Ils sont en train de s'imaginer un endroit où ils pourraient aller avant de démarrer l'oral. C'est ça. Vraiment, c'est très important, on s'ouvre. On s'ouvre pour envoyer un signal au cerveau. Quand tu luttes, ça s'intensifie. C'est ça, ça revient en boomerang. C'est encore pire. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Hein, plus tu luttes contre l'émotion, plus tu la renforces. Parce qu'en plus, le fait de penser à ne pas avoir peur, ça amplifie la peur. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc si je te dis n'aie pas peur, ne panique pas, il y a un moment, tu vas avoir peur, quoi, vraiment. Oui, oui. Donc au lieu de ça, tu dis, bon, je lâche prise. Moi, je fais comme ça. Elle est où la peur? Elle est là. Allez, viens la peur. Allez, viens. Viens, assieds-toi à côté de moi. Hop. Et la peur est là. Et je fais avec elle. Et à force, tu la connais. Tu négocies avec elle. Elle sera toujours là. Donc autant être tranquille avec elle. Et puis il y a des gens qui ont des certitudes, voilà, des croyances, mais vraiment très fortes. Ça aussi, je pense que tu travailles là-dessus, parce que moi j'ai des personnes qui me disent non mais moi jamais je serais capable de parler à quelqu'un, jamais je serais capable de faire un live, jamais. Il y a toujours la certitude, parce que des fois il y a eu des traumatismes dans l'enfance, à l'école on s'est moqué d'eux, mais tout ça aussi, ça se travaille en fait. Hein. C'est pas parce que vous avez eu une expérience, un ancrage comme ça négatif que ça va se répéter. Et ça c'est important aussi de le dire, parce que beaucoup de personnes me disent mais oh non mais c'est pas fait pour moi. Alors qu'on leur demande pas, voilà, on leur dit pas c'est pour devenir grand orateur, c'est grand, je sais pas, conférencier international, simplement pour que vous vous sentiez mieux dans la communication, ne serait-ce qu'avec vos enfants, votre famille, vos parents, au boulot, voilà, c'est simplement ça. Ça peut vous aider et pas croire que non, c'est figé. J'ai jamais su parler, et je ne saurais jamais. Et ça, c'est une petite parenthèse, c'est que en travaillant sur sa parole, on travaille aussi sur les croyances, sur le conditionnement familial, parce que parfois, ce qui nous empêche de bien parler, c'est aussi les injonctions qu'on a reçues quand on était petit. Tais-toi, ne parle pas, t'en dis trop. La famille qui bride la parole. Quand tu as une parole bridée comme ça, c'est compliqué de la déployer. Et en formation, quand des gens, des fois, récupèrent ce potentiel-là, ils nettoient aussi des vieilles croyances. Et il y a des choses fortes qui se passent. Quand tu as quelqu'un qui, toute sa vie, on lui a dit « tais-toi, va dans ta chambre, ne parle pas », et puis à l'école, c'était terrible, il était mis de côté, et que d'un coup, il fait un stage en pensant qu'il va avoir juste un catalogue de techniques, et que finalement, il se rend compte que sa parole, elle est
parasité par tous ces éléments-là et qu'il arrive à la faire sauter ces verrous-là, il se passe quelque chose, même à un niveau psychologique, qui est très fort. Parce que récupérer sa parole, c'est aussi récupérer sa liberté de dire, sa liberté d'être autre, sa liberté d'être indépendant, sa liberté d'être soi, finalement. Et alors, ce que je te disais, c'est que souvent les gens disent, ouais, moi, j'ai besoin de confiance. Je dis, ok, t'en as pas? Ah non, moi, j'ai pas de confiance. Et ben là, je leur dis, rappelle-moi un épisode de ta vie où tu étais en confiance. Et là, ils en sortent un, et puis deux, et puis trois, et puis quatre. Donc, tu vois, il y a un moment où tu as été confiance, ça a existé quand même. Donc, c'est simplement se reconnecter avec ces ressources-là. Elles existent. Des moments où tu as été éloquent, ça a existé. Même une fois, même une minute dans ta vie, ça a existé. Un moment où tu as pris la parole devant un ami, devant deux amis, à l'école, au collège, à l'école maternelle même peut-être, mais ça a existé une fois. Et si ça a existé une fois, ça peut exister une deuxième fois. Simplement, le négatif, le cerveau a une capacité à emmagasiner le négatif parce que le négatif est utile pour la survie. Donc il va emmagasiner, il va retenir, et on oublie tout ce qu'on a fait de bien ou on le minimise. Alors ça, on oublie. C'est ce que j'appelle les switches ancrage négatif et positif. Je leur dis toujours, quand il y a un ancrage négatif, on va chercher l'inverse et essayer de switcher les deux mais c'est vrai que c'est plus fort, on se rappelle plus souvent parce que forcément, c'est niveau sécurité. Le cerveau dit hop, 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 je me souviens du négatif parce qu'il y a danger. Oui. Danger, sécurité. Donc c'est ça qu'on va se rappeler. Donc le but, c'est vraiment de se dire, mais non, il y a eu aussi du positif, on va aller le chercher. Après, il y a aussi autre chose qui joue, et là c'est vraiment culturel, Audrey, c'est que dans notre espace géographique, culturel, judéo-chrétien, musulmano, voilà, enfin en gros monothéiste, la fierté s'apparente souvent à de l'orgueil et c'est condamné. C'est-à-dire que dans le substrat catholique, l'orgueil est un péché capital. Du coup, on a du mal à parler aussi de ses victoires, à se rendre fier. Moi, je te donne un exemple. Moi, là, aujourd'hui, je suis entrepreneur à 100%. J'ai pas le choix que de me raconter des belles histoires. Si je me dis, oh, je me rappelle ce que j'ai fait de mal. Oh, Cyril, t'as arrêté l'école à 16 ans. Oh, Cyril, t'as arrêté le permis tant de fois. Oh, Cyril, tu sais pas. Mais je peux pas m'en sortir. Si je veux me créer un avenir positif, j'ai intérêt de me raconter des histoires extraordinaires sur moi. C'est ça qui va m'aider. Ben oui, je me la pète dans ma tête, mais j'ai besoin de ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Mes succès, je me les rappelle tout le temps, en permanence. Et c'est ça qui me donne une fierté, une force. Et je le relirai après, juste après. Et si je me dis pas ça, je peux rien faire. Si je me dis pas, Cyril, tu as accompli des choses extraordinaires, tu as des compétences, et revoir tous ces succès-là, mais mon énergie, elle baisse. Et après, qu'est-ce que je fais? Ah oui, je suis modeste, pardon, j'ai pas envie de briller. Non, 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 c'est extraordinaire. Vous, là, les 19 qui m'écoutez, vous avez une vie de dingue. Sans le vent en compte de vie, vous avez une vie de ouf. Vous avez traversé des épreuves incroyables. Vous êtes encore vivant. Vous avez développé, face aux problèmes qui vous ont touché, des résistances impressionnantes. Et ça, vous le minimisez. Et après, on se dit, ouais, moi je suis stressé, je suis nul. Mais tous vos succès, tout ce que vous avez su faire, votre capacité à résister, à quand même vous construire malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré le décès de proches, malgré la maltraitance que vous avez vécue étant enfant, tout ce que vous avez réussi à créer, ça non. Ça non. Mais bien sûr qu'on est extraordinaire. Moi, quand les gens ils vont en formation, aujourd'hui, je leur dis, quand je suis formateur, je te jure, c'est vrai ce que je dis. Pardon, que Dieu me pardonne ce que je vais dire. Je leur ai dit, je pense que je peux marcher sur l'eau. C'est-à-dire, je crois que qui que tu sois, je peux t'amener à dépasser ton potentiel. Mais si je ne crois pas que je peux marcher sur l'eau, si je fais Zarma le modeste, moi, non, je suis modeste. Non, je suis extraordinaire. Je peux marcher sur l'eau. Tu viens en formation avec moi, qui que tu sois, tu vas vivre des trucs qui vont te bouleverser. Je te regarde dans les yeux, je te le dis. Et si tu es un menteur, tu fais une vidéo sur moi. Ok? Si je me dis pas ça, je me donne pas l'énergie pour y aller. Je me donne pas cette force. J'ai besoin de cette force, j'ai besoin de cette énergie. Sinon, là, je suis nul, je sais pas trop, je sais pas. Peu importe. Donc, moi, je me transforme, je switch de personnalité. Alors oui, il y a des moments où j'ai pas confiance en moi, et des moments où j'aime bien aussi me dire, je suis nul, je suis horrible, je suis moche, je sais rien faire. Oui, moi aussi, j'ai ce moment-là. Mais il faut avoir ça. Et surtout quand on a des projets. Surtout quand on a des projets. Alors, le but, c'est pas de se dire, je suis meilleur que les autres pour les écraser. Non, c'est je suis le meilleur moi, pour moi-même. Et Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, ils avaient de l'ego. Il faut arrêter de condamner l'ego. Parfois, l'ego, il est utile.
Je vais faire un texte, un prochain post qui va s'appeler réhabilitation de l'ego. On a besoin d'ego un peu. Sinon, on ne fait pas de projet, on ne s'expose pas. On reste dans un monastère et on s'isole du monde. En parlant de monastère, moi, c'est un curé qui, le premier, m'a convaincu que je pouvais prendre la parole en public. Ah ben, tu peux nous raconter cette histoire? Écoute, j'étais complètement... j'ai très rarement raconté. J'étais jeune, je dois avoir 9 ans, et on cherchait toujours des jeunes pour parler sur réciter les évangiles, faire chanter le public et tout, donc les enfants de chœur. Et j'étais terrorisée à devoir prendre la parole. Je voulais bien servir le curé, mais prendre la parole devant tout le monde. Et là, il fallait lire un passage de la Bible, et il m'envoie devant. Et il voit bien que je tremble comme une feuille et que je veux pas y aller. Et puis il me dit, alors c'est un peu vulgaire, mais il me dit, mais non. Il me dit, écoute, moi aussi j'ai peur. Mais en fait, je me dis, je les regarde là, tous les gens ils sont en train de te regarder. Je dis, mais non, mais vous êtes tous des cons, il n'y a que moi qui sais ce que je vais dire. Et lui, il se répétait ça à chaque fois. Et je me disais, comment ce monsieur, cette figure-là, se dit ça dans la tête. Mais en fait, il se donnait de la force avant de prendre la parole. Et il se décomplexait le truc en se disant, ben non, de toute façon, c'est vrai, c'est moi qui dirige ce que je vais dire. Ils ne savent pas à l'avance ce que je vais raconter. Donc, si je me trompe, si je me dis une phrase à l'envers, s'il manque des mots, c'est pas grave. Ils savent pas ce que j'avais prévu de dire. Et c'est vrai que ça m'a décomplexée. Je me suis dit, bon, ok, bon, bah, moi aussi, je vais prendre la parole, je vais tenter. Et ça, c'est vraiment de se dire que on a tous ces capacités. Il n'y a plus qu'à tenter, en fait. Ouais. C'est juste ça. Voilà. Après, c'est vrai que c'est bien d'être accompagné. Je vais pas. C'est vrai que je pense qu'être accompagné pour en prendre conscience, c'est important. Oui. Parce que des fois, on a des blocages, parce que on a un peu de mal justement avec notre éducation et nos croyances limitantes à se lancer. Et on a besoin parfois d'un déclic, que quelqu'un nous dise, allez, vas-y, c'est le moment d'aller au milieu de la scène et vas-y. Parce que là, les ateliers que tu nous fais faire, alors tu nous respectes dans nos peurs aussi, et voilà, mais en même temps, on y est, on est là, on sait pourquoi on est là aussi, et il y a beaucoup de bienveillance. Oui. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de réussir. Non, il n'y a pas de réussite visualisée, prenez du plaisir. Soyez vous. C'est ça. Mais c'est très important. Désolé, j'allume une autre lumière. Non, t'as raison. Oui, mais oui, alors le plaisir, c'est important parce que quelqu'un qui souffre en parlant, on souffre en l'écoutant. Et quelqu'un qui se fait plaisir en parlant, on a aussi plaisir à l'écouter si lui-même a du plaisir à parler. Mais ce que tu disais sur l'erreur, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de faire des erreurs, tellement peur de se dire « je vais me tromper », que finalement, on se bloque. Et c'est un peu pareil pour la vie. Et moi, je me dis maintenant, vive l'erreur. Vive l'erreur parce que si tu te mets moins de pression sur le résultat et que tu te dis que tu peux faire des erreurs. Moi d'ailleurs, quand je fais des réels, par exemple, j'essaye de le laisser. Alors, pas tout le temps, ça dépend, ou des stories. Mais quand je fais des erreurs, j'essaye de les laisser. Pourquoi? Parce que le message, c'est pas dramatique. Continue. Et justement, cette image de l'orateur parfait, tu sais, hyper éloquent. Oui, bonjour, alors tout à fait, nous allons aujourd'hui parler de l'art oratoire. Alors l'art oratoire, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de bien parler. Mais pour moi, c'est pas ça la vie. C'est pas ça. Quand tu passes un message, la parole, comme on dit, la parole s'envole. La parole, elle est aussi accidentée par la vie. Et du coup, c'est pas dramatique. Faut pas en faire un drame. Qu'il y ait quelques tics de langage, c'est pas grave. De temps en temps, des E. C'est s'il y en a trop que ça devient compliqué. Mais je n'aime pas cette image de l'orateur parfait qui a une éloquence comme ça sublime qu'on n'aura jamais. Et parce qu'on ne parle pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie. On ne parle pas comme ça. Alors oui, qu'on lise, qu'on s'entraîne, qu'on veuille progresser, c'est très bien. Mais attention à ne pas se mettre trop de pression. Parce que comme je le disais, tu peux avoir quelqu'un de très éloquent qui rentre dans une salle, qui parle d'un projet. Oui, bonjour, je vais vous présenter mon projet. Alors moi, je suis orateur, voilà, c'est ceci, cela. Et puis tu as un deuxième qui va venir, un père de famille, j'ai envie de dire un père de famille, qui a 55 ans, qui va regarder les gens, qui va leur parler de manière brute et qui va être plus convaincant. C'est-à-dire, les gens vont sortir et vont dire, mais lui, il m'a mis une graine dans la tête. Quel aura été le meilleur orateur? Eh bien, pour moi, un orateur s'évalue aussi aux conséquences qu'il produit. C'est ça.
C'est pas les grandes écoles, les grandes études, les grands diplômes, les grands trucs, machin. Et je suis inaccessible, et je suis grand, et je suis beau, et regardez comment je parle. Et moi, j'ai un. C'est pas ça. C'est pas ça la prise de parole. La prise de parole, c'est quand tu te lèves face à des gens dans une réunion ou ailleurs, cadre professionnel ou personnel, où tu arrives à transmettre ton message. Alors oui, il y a des techniques, mais moi, je veux vraiment incarner ce côté justement orateur de rue, quoi, orateur simple, orateur populaire. Mais parce que je pense aussi qu'il y a les mots, ok, ils sont importants, voilà, mais il y a l'émotion. Et en fait, ce qui va rester, moi j'ai remarqué dans les discours, c'est l'émotion qu'on a ressentie pendant le discours de l'autre. Et ça peut pas, ça s'invente pas. Quelqu'un qui va raconter une anecdote pour faire pleurer, mais qui est complètement fausse, ça va se ressentir. Oui. Bon, hein, mais quand même, ça se ressent. Et quand c'est avec les tripes, voilà, ça se ressent. Ouais. Et c'est ça qu'on va retenir. Parfois, on ne va même pas se souvenir des phrases exactes. Il y a des grands morceaux du discours qu'on aura chantés, mais il y a des émotions qui seront là. Et d'où l'idée aussi de savoir poser les silences pour permettre à la personne de prendre ce temps, de recevoir l'émotion de l'autre. Tout ça, c'est important. C'est ça qu'on peut travailler aussi. Parce qu'après, quand on est naturel, ça impacte grave. Martin Luther King... I Have a Dream, là, il y a des silences. Moi, je trouve ça intéressant d'aller écouter. Tu le faisais à un moment donné, t'analyser les personnages. J'aimais bien aussi ça. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est intéressant d'aller analyser. Parce qu'on se rend compte que, bah voilà, qu'est-ce qui a été impactant, pourquoi ça a été impactant, et on repère parce qu'il y a des silences. Et ceux qui sont plus naturels, c'est ceux qui impactent le plus, en fait. Mais moi, tout mon sujet, en fait, tout mon combat, c'est de populariser justement ce qu'on appelle l'art oratoire, et c'est de le sortir du côté parfois avocat, conférence, concours d'éloquence, même si c'est très très bien tout ça. Mais c'est pour dire que dans ton quotidien, tu en as besoin, et c'est utile. Et surtout mettre l'accent, c'est vraiment là aujourd'hui où on s'axe, parce qu'on va vraiment dans cette dimension-là, sur le bénéfice psychologique. Parce que la parole, la liberté de parler aussi, de s'autoriser à dire ce qu'on a à dire, eh ben, c'est lié aussi à des peurs, à des croyances et donc au schéma familial. Et du coup, s'autoriser à laisser jaillir cette parole, c'est parfois défaire des croyances. Et il se passe des choses incroyables. J'aimerais te donner un exemple. À un moment, on fait un exercice de réunion et il y a quelqu'un qui est là, qui parle très bien. C'est très gentil, souriant. Donc, je peux m'arrêter là, je peux dire c'est très bien. Mais je me dis non, il y a un truc, on va travailler autre chose. C'est un mec qui est médiateur à la base. Et c'est marrant parce que je lui dis, est-ce que des fois tu t'autorises à te mettre en colère? Il me dit, ah non, moi la colère, c'est pas dans mon éducation, je suis médiateur, ça doit toujours être... Je fais, ok. Et pourquoi tu te mettrais pas en colère? Moi j'ai du mal aussi, je te fais pas la leçon, je suis comme toi, mais pourquoi? Il me dit, non, moi je veux toujours concilier les gens. Je fais, c'est très bien, c'est noble, garde ça. Mais et si on essayait autre chose? Il me dit, ok, quoi? Je fais, regarde, on va reprendre les techniques de voix, tu vas donner plus de voix, et j'ai envie que tu te dises, je m'en fous du résultat, je m'en fiche des autres, je vais leur dire ce que j'ai à dire. Ok, on essaye ça, on est sur une version un peu caricaturale, on voit ce que ça donne. Donc, le mec est là, okay, donc avec les techniques, mon posture voix pour que la voix sorte mieux, et il commence à s'affirmer. Et là, on le regarde tous, on voit autre chose. C'est comme si que le leader qui dormait en lui avait tout d'un coup le droit d'émerger. Et ça, c'est ce qu'on appelle la famille intérieure. Dans notre famille intérieure, on a développé un personnage au détriment d'autres. Et tout d'un coup, quand tu voyais ce charisme-là, tu vois. Et moi, je lui dis, tu vois, ça, c'est toi aussi. Mais c'est un personnage qui dort en toi. Tu peux aussi t'autoriser maintenant à lui donner de l'espace. Et du coup, le discours de la fin, c'était que ce personnage-là qui est sorti. Beaucoup plus affirmé, avec son côté sympa qu'il avait, mais il a autorisé le leader à émerger. Et c'est pareil pour d'autres. Il y en a un qui rigolait tout le temps, par exemple. Tu sais, qui était vachement trop dans le jeu de scène. Trop. Et je disais, mais le problème, c'est qu'on n'entend plus ton message, on voit que toi. Tu sais, on voit que ce que tu fais. Et tout d'un coup, il a appris à se calmer et à servir le message. Et là, il a découvert un autre personnage en lui-même de sa famille intérieure. Tu vois, c'est ça aussi qu'on voit. Donc, c'est pas que bien parler, ça va beaucoup plus loin. Merci. Ah, il y a une question, attends, je vais regarder, il y a une question. Comment on fait quand, sans le vouloir, on endosse un rôle dès qu'on doit prendre la parole? Comment gagner en authenticité? Moi, je veux
toujours revenir à la même chose, c'est vraiment le lâcher-prise, la confiance qui va faire ça. Plus j'ai confiance en moi, moins je suis apeuré par la situation. Et plus je suis tranquille, je suis cool. C'est quand il y a un surstress que je me bloque et que je m'observe, et là, je me rigidifie. Moi, je vais juste vous donner un conseil sur la perception de l'autre. Quand vous regardez quelqu'un et qui commence à vous impressionner par son statut, par son charisme, n'oubliez pas quelque chose. Cette personne-là, aussi charismatique qu'elle puisse paraître, aussi grande qu'elle puisse être, elle aussi, elle a des problèmes. Elle aussi, elle a peut-être mal et le soir, elle pleure. Elle aussi, elle a des épreuves. Elle aussi, peut-être que ça va mal dans sa famille. Et du coup, quand tu la regardes comme ça, tu l'humanises et tu as même de la compassion pour les gens. Un regard d'empathie. Tu arrêtes de les voir comme des monstres parce que le film que tu te fais va impacter ce que tu dis, mais tu les regardes en disant, mais derrière ces lunettes et cette personne-là en costard, il y a aussi un enfant qui pleure. Sauf que là, il est dans son rôle, il fait le malin, mais en sortant, peut-être qu'il y a des problèmes, tu ne le sais pas. Peut-être qu'il y a des problèmes de santé, peut-être qu'il y a des problèmes avec sa femme, peut-être qu'il y a des problèmes d'argent, peut-être qu'il est endetté. Sauf que dans sa zone d'excellence, il fait le beau. Mais rappelle-toi que lui aussi, il souffre. Et quand tu te rappelles de ça, tu as de l'empathie pour les gens, et du coup, tu les humanises. Tu les vois moins comme des monstres qui vont te juger, mais tu les humanises. Et moi, je fais attention à la manière dont je regarde l'autre. Parce que des fois aussi, je me fais des films dans ma tête. Oh, il est extraordinaire, il est machin, il est plus que moi, et machin. Et puis après, hop, ça redescend. Et puis, n'oubliez pas que les gens, ils vont aux toilettes aussi. Ils vont aux toilettes. Ils sont malades. Ils ont eu la varicelle quand ils étaient petits. Donc tout ça, ça permet d'avoir une perception plus juste et plus égale de l'autre. C'est-à-dire pas un monstre qu'on rend supérieur. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui te demande un petit tips pour réussir un entretien d'embauche. Un petit tips pour réussir un entretien d'embauche. Un petit tips pour réussir. Alors, moi j'ai envie de te dire déjà, pose-toi des questions. Qu'est-ce que mon interlocuteur a besoin de savoir sur moi? Qu'est-ce que mon interlocuteur a besoin de comprendre de ma personne? Et qu'est-ce qu'il a besoin de retenir de moi? Voilà, fixe-toi sur les besoins de l'autre. Et pour ça, ça te demande aussi d'apprendre l'entreprise, quelle est l'entreprise, quelle est l'exigence, qu'est-ce qu'on attend de toi. Ensuite, autre chose, avant, tu te fais une cohérence cardiaque de 15 minutes si tu veux. Okay, tu télécharges Respire Relax, t'inspires, t'expires, ça fait beaucoup de bien. Il y a ça déjà. Les besoins, et essaye de rigoler chez toi seul avec le tu mets un H devant. Pendant 10 minutes, tu vas voir, ça va te décontracter, ça va libérer un cocktail hormonal qui va t'aider à être beaucoup plus cool. Donc là, 3 techniques, mais je les donne rapidement comme ça. Ouais, mais quand on les pratique, il y a vraiment de l'effet. Il faut vraiment le tester. C'est ça aussi, j'ai envie de dire, c'est que même si vous vous faites accompagner, si vous assistez à l'atelier, ce qui est important, c'est de pratiquer. C'est-à-dire qu'il faut le faire souvent. C'est pas on le fait une fois, ok, il faut répéter. Ah, il y a un problème de connexion. Ça va là? Vous m'entendez encore? Ça va, ouais. Merci Abdelmajid. Tu m'entends, Audrey? Il y a un petit souci de connexion, j'ai l'impression. Ah ouais? Ça bloque. Ouais. Ça a ralenti d'un seul coup là. Ah. Bon. Et là, ça va mieux, non? Ouais, là ça va. C'est reparti. Ouais. Je voulais aussi aborder un point qui me semble important aussi, c'est les personnes qui ont un handicap. C'est-à-dire que moi, j'ai des personnes qui ont un bégaiement, un cheveu sur la langue, qui s'enferment du coup dans la communication, qui n'osent pas. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire ce que toi tu en penses et voilà, moi j'ai vu des gens se transformer avec justement certaines pratiques, donc est-ce que toi qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Moi, ce que j'ai envie de leur conseiller déjà, c'est juste d'apprendre à aimer leurs caractéristiques. Parce que malheureusement, plus je vais cacher mon trouble et mon handicap, et finalement, plus je vais m'enfermer, et plus je vais m'isoler, moins je vais avoir confiance en moi, et on rentre dans un cercle vicieux. Que ce soit un accent, que ce soit une difficulté
difficulté, plus je vais apprendre à l'aimer, à l'accepter, à vivre avec d'abord moi, et moins elle va me poser de difficultés face aux autres. Parce que c'est toujours le regard des autres, de l'autre, qui m'empêche finalement de parler. Et c'est ce que j'imagine que l'autre pense. Mais si je renforce cette confiance, si je renforce cet amour de ma personne, de mon bégaiement, de mon handicap, si j'apprends à aimer mon bégaiement, je l'aime. Oui, il m'a créé peut-être des difficultés dans la vie, mais il fait partie de moi, je peux le dépasser, je peux apprendre à progresser, mais dans un premier temps, apprendre à me donner de l'amour. Et en apprenant à accepter ça, ben ok, ça peut venir, l'autre peut le voir. Et ben, si j'apprends, je fais cette approche-là en musclant ma confiance et en osant davantage, je serai moins, je rajouterai moins de difficultés à la difficulté. Alors moi, ce que je disais, c'est que tout ce qui est trouble et autres, donc plus on va apprendre finalement à les aimer, plus on est OK avec ça, mieux c'est à l'extérieur. Je vais donner un exemple. Il y a un joueur de foot anglais qui bégayait. Donc OK, ça se voyait. Il a bégayé. Il a bégayé dans l'interview. Il a reçu un soutien unanime du public sur les réseaux sociaux. En tout cas, sur ce que disait Audrey, c'est que c'est top. Ok, c'est que plus on va apprendre à aimer ces difficultés, ces troubles, à les accepter dans un premier temps, plus on est ok avec ça et plus on est relâché. Le problème, c'est que si déjà on a des difficultés, mais qu'on se rajoute de la pression, qu'on a peur du regard des autres, c'est normal parce que derrière il y a des souvenirs négatifs, il y a des traumas. On va se rajouter beaucoup de pression. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect trouble. J'ai envie de dire. En tout cas, merci pour ta réponse parce que justement, ça va aider pas mal de personnes qui se bloquent justement sur ce côté-là, handicap, l'accepter et pas s'imaginer ce que la personne pense de soi. Vous n'êtes pas dans la tête des autres. C'est ça. Et heureusement. Mais plus voilà. on va muscler la confiance et plus on va se détacher aussi justement de la perception. On va accorder de moins en moins d'importance. Et ça, c'est vraiment c'est la mère des batailles. Et c'est pour ça que je parle souvent de tout ce qui va être investissement sur soi dans les formations, que ce soit Ikigai ou autre avec toi ou peu importe en fait. Mais on a tellement de parasitage interne dû à notre histoire familiale et autres que c'est intéressant d'aller débloquer tout ça pour récupérer son potentiel et faire sa vie, quoi. Et faire sa vie. Parce que parfois, on reste 10 ans, 15 ans bloqué à cause de parasites, et c'est dommage, quoi, parce que le temps passe, la vie passe, et puis à un moment, on se dit, mince, j'aurais pu faire ça, mais il y a un petit truc qui m'a bloqué, un grain de sable, qui a pris de l'ampleur, qui m'a bloqué, qui m'a empêché de vivre ma vie, quoi. Et ça, moi, c'est ma hantise, par exemple, de me dire, à un moment donné, j'aurais dû. Et c'est pour ça que je kiffe faire des formations, je kiffe tout ce qui va être travail intérieur, parce que je sais que en travaillant à l'intérieur de soi, il y a des répercussions à l'extérieur aussi. C'est ça, Abdelmajid. Tout à fait. C'est comme un muscle, il faut le travailler pour éviter l'atrophie. Ouais. Alors, je pense que je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont des questions. Parce que je crois que la connexion, elle galère vraiment, vraiment, là. Donc, on va essayer de... Moi, je voudrais juste que tu nous dises, je vais couper ma caméra et mon micro pour que ce soit bien fluide. Comment on peut faire appel à tes services? Ok. Alors, pour tout ce qui est art oratoire, prise de parole, on va dire que c'est... vous envoyez un message, il y a un site Élève ta voix. Après, c'est Sofiane qui s'occupe de tout l'aspect administratif, économique, marketing, financier et autres. Moi, ça, je m'en occupe pas. Moi, je suis l'intervenant principal. Mais voilà, en gros, c'est ça. C'est que si vous avez besoin, en tout cas, là, une première formation, il y a une prochaine en juin. Je crois qu'il reste une place d'ailleurs. Merci, oui, Caroline. Merci beaucoup. Donc, j'étais à Nice. Ça me fait plaisir d'ailleurs de te voir dans ce live, de voir différentes personnes qui connectent différents souvenirs. Mais la formation de 2 jours, honnêtement, à Paris, en présentiel, elle est donc 9h, 19h. Donc Caroline, c'est encore plus intense que ce que tu as vécu toi déjà. Sur les 2 jours en présentiel à Paris, c'est très intensif. C'est très intensif, vous ressortez avec quelque chose, quoi. Vous ressortez vraiment... il se passe un truc, hein. Il se passe un truc, vraiment. C'est pas...
vous ressortez pas juste avec 2-3 techniques sur un PowerPoint. Non, même d'un point de vue psychologique, il se passe quelque chose. Il y a des choses qui se basculent, qui se bousculent. Il y a des choses qu'on récupère aussi, un peu un potentiel laissé un peu dans l'ombre, qui, avec au fur et à mesure du temps, revient. Bah, écoute, Abdelmajid, prends contact avec Sofiane. C'est lui qui te dira. Je sais même pas si, je crois qu'il reste sur place, mais je suis pas sûr. Prends contact avec lui, mais avec grand plaisir. Je sais qu'il y a le CPF aussi, s'il y a besoin du CPF ou autre. Donc, prends contact avec lui et avec grand plaisir. Je pense qu'il. Donc, avec grand, grand plaisir. Et voilà, et moi, vraiment, je m'investis à 200% pour. Vraiment, je m'investirai à 200%. En plus, là, ce qu'on va faire à partir de septembre, c'est que tous les groupes, on va les recontacter. On va mettre en place une masterclass gratuite pour, en fait, en gros, réappliquer les techniques, revoir. Donc, 2 heures par mois, donc tu auras accès à ça aussi. À Bruxelles, ouais, normalement, oui. Normalement, oui, c'est en cours. Il faut que je revoie avec Sofiane. Mais normalement, oui, 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 oui. Oui, même en juillet, peut-être. Mais ça, vraiment, renseignez-vous auprès de Sofiane, il vous dira tout. Il y a aucun souci là-dessus. Moi, j'ai pas toutes les infos. Bon. Ouais. En tout cas, n'hésitez pas à les contacter. Vous allez sur leur compte, élève ta voix, puis vous laissez un message et puis ils répondent très très rapidement. Donc même sur l'Instagram. voilà, Hein. je sais que tu fais du coaching individuel aussi. Ou Instagram, bien sûr. Voilà, c'est le compte Instagram. Tu fais du coaching individuel aussi. Moi, je sais que certaines personnes que j'accompagne en évolution professionnelle ont bénéficié de ton suivi. Ça aussi, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont besoin, voilà, qui peuvent pas forcément aller en atelier et qui ont besoin d'une aide, voilà, ponctuelle à un moment donné pour passer un entretien d'embauche, comme on a vu. Moi, j'avais des personnes comme ça qui étaient en évolution professionnelle pour un recrutement et que tu as pu aider justement. Ouais. Donc c'est ça qui est top aussi. Donc il y a aussi du coaching individuel. Donc voilà. C'est ça. Bon, Tout à fait. en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si tu veux terminer. Pour le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à nous dire Non, mais alors Je moi, vais le mot de la couper, fin. comme ça on va bien t'entendre à cause de la connexion. Okay. Moi, le mot de la fin, vraiment, c'est formez-vous dans des disciplines qui vont vous permettre de vous libérer intérieurement de certains poids, d'acquérir des compétences. Moi, je me forme depuis 21 ans. J'ai commencé tôt. Et même quand je gagnais 700 euros par mois, je me formais. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, si vous pouvez, avec vos moyens, bien évidemment, avec vos possibilités, je veux culpabiliser personne, mais c'est vraiment de vous former, d'aller récupérer des compétences qui sont des interférences. C'est quoi les interférences en nous? Mais comme il y a un manque de confiance, comme il y a eu des traumas à l'enfance, comme il y a eu des difficultés qu'on a rencontrées, ben, ce potentiel ne peut pas s'exprimer pleinement parce qu'il est pris dans les interférences. Et du coup, en enlevant ces interférences progressivement, on change un truc à l'intérieur et je vous assure, à l'intérieur, le monde extérieur change aussi. Parce que notre monde extérieur, c'est aussi, pas que, mais aussi une projection de ce qui se passe en nous. Quelqu'un qui change intérieurement, qui devient plus calme, plus cool, qui enlève des traumas, son univers extérieur va changer. Parce qu'il va émettre une autre vibration, qui va créer une autre résonance chez les gens, et donc il va attirer d'autres personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on attire les mêmes situations et les mêmes personnes? C'est parce qu'on émet des vibrations qui sont captées par d'autres, qui résonnent avec leur histoire, et donc la victime va toujours, un type de victime va toujours attirer un type d'agresseur. Je suis avec mon petit copain, je me sépare, je rencontre un, c'est presque le même. On attire à soi, dans la réalité, des choses qui sont en corrélation avec ce qu'on vit à l'intérieur. Donc plus je change ce qui est à l'intérieur, plus je travaille sur moi, et plus je change la réalité extérieure. Donc c'est pour ça de travailler sur soi. Moi, je suis tout le temps en formation. Je kiffe me connaître. Je pense que, comme disait Roff, le tour du monde est plus petit que le tour de nous-mêmes. En fait, tu peux faire le tour du monde, mais le tour de toi-même, tu n'auras jamais fini. Donc continue, formez-vous, allez vous rencontrer à l'intérieur. Et c'est vraiment ce qu'on propose avec Élève ta voix. Souvent, les gens disent oui, mais on croyait que c'était technique. Nous, on savait pas qu'on allait être bouleversé émotionnellement. Mais oui, parce que la parole, c'est pas qu'un catalogue de techniques. C'est pas juste lève la voix, regarde les gens, tiens-toi droit. C'est pas que ça.
oser dire les choses, se réapproprier sa parole, c'est aussi aller rencontrer ses peurs. La peur de dire, la peur de se dire, la peur de déplaire, c'est tout ça que tu vois. Et quand tu revisites tout ça, tu fais aussi face à ton histoire. Et du coup, tu t'autorises à faire des choses que tu te pensais interdites. Et là, tu récupères du potentiel en faisant ça. Voilà ce que je voulais dire, en espérant avoir été convaincant. Nous, on fait des formations, il y a des places en juillet, il y a des places en juin. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de Sofiane. C'est pas moi qui gère tout cet aspect-là, donc je ne pourrais pas vous parler des prix et autres, parce que moi, je ne le gère pas. Merci Moi, je beaucoup, Merci à toi. Cyril. Merci beaucoup. Alors, je peux te faire une petite dédicace, Audrey? Merci beaucoup. Alors, désolé, là, à la fin, il y a eu beaucoup de problèmes de connexion, donc. Audrey, je veux te remercier aussi, parce que Audrey, tu m'as permis de venir à Lille aussi pour presque rien, pour le compte de vie. Tu as toujours été extrêmement réactive, fiable, sympa, à l'écoute. Enfin voilà, moi en tout cas, Merci à toi. tu nous as recommandé là, tu m'as mis en avant pendant 1 heure, tu t'es mis à mon service. Tu vois, tu m'as permis de déployer mes connaissances. Donc merci pour tout ce que tu as fait pour Élève ta voix, pour Cyril, pour Compte de vie, pour tout. Merci beaucoup. C'est le mot de la fin. A-F-I-N. Parce que c'est jamais Je te remercie beaucoup. Ok. Voilà. Et ben, Merci soirée à toi. beaucoup, Cyril. À très bientôt. À très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir.